Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, à travers ses conseils pédagogiques, il incite son million d'abonnés sur les réseaux sociaux à lutter contre la sédentarité, à bouger aussi et puis à prendre soin de soi. C'est Major Mouvement qui est notre influenceur du jour. Et puis à l'idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler de l'influence du numérique et des deepfakes sur la mode, une vraie tendance dont vous saurez tout à l'heure. tout à l'heure. Bon, et puis c'est notre question du jour en famille. On en parle régulièrement ici. La question du temps passé devant les écrans revient et souvent. Alors pour y faire face, on vous parle aujourd'hui d'un contenu numérique qui risque bien, vous allez le voir, de captiver les adolescents et qui en plus est conçu pour une utilisation un peu plus saine, plus sereine et plus bénéfique des écrans. C'est l'ambition en tout cas de ce que propose notre invité. Vous la connaissez, Maëlle Chassard. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vous étiez venue la saison passée nous présenter Flamme. Vous êtes la cofondatrice de l'Uni et de Numenia, donc, dont on va parler dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, c'est notre influenceur du jour et il met en lumière les maux de notre corps, réunit aussi plus d'1 million de personnes sur sa chaîne YouTube. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, nous transporte quotidiennement dans son univers de kinésithérapeute passionné. Entre humour, divertissement et conseils santé, il est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Colère. Il est assez stylé ton masque de Batman. Il te va super bien. En fait, s'il faut, Batman, c'est quelqu'un qui se trimballe un torticolis depuis le début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mal de dos, mauvaise posture, besoin d'une consultation, ça tombe bien. On s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui révolutionne l'univers de la santé sur Internet. Major Mouvement. Grégoire Gibault, kinésithérapeute de 37 ans originaire de Toulouse, est devenu en quelques années une figure incontournable de la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux. Diplômé en kinésithérapie, Grégoire a commencé sa carrière de manière plutôt traditionnelle. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'il décide de partager sa profession. Son approche novatrice mêle expertise médicale, humour et divertissement. Et comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Major Mouvement, c'est aujourd'hui près d'1 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 148 000 abonnés sur TikTok. Le vidéaste met en lumière les maux de notre corps en apportant connaissances et exercices pour mieux le comprendre. À travers des objets du quotidien, il illustre ses propos, rendant ses conseils facilement applicables. Est-ce que ça t'arrive parfois de vouloir gagner en amplitude pour toucher le sol et de sentir que tu es limité? Alors on peut déjà avoir un petit indice avec la tête. Si par exemple vous êtes ici et que vous êtes limité, si vous amenez la tête en arrière et que vous pouvez descendre plus bas, c'est que vous avez réduit la tension neurale et donc ce qui vous limitait à ce moment-là, c'était une mise en tension neurale. Au-delà des réseaux sociaux, Major Mouvement est aussi auteur de livres à succès tels que 10 clés pour un corps en bonne santé. Il invite également sur sa chaîne de nombreuses personnalités dont il essaye de déceler tous les secrets de leur corps. Aujourd'hui, une analyse de posture. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Dans ces vidéos, en fait, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le sport transforme notre corps? Et dans quelle mesure, moi, avec mon expérience de kiné, je suis capable de voir tes points forts, tes points faibles, tes douleurs, tes blessures. C'est la fameuse analyse de posture. Oh putain, ça arrive. Malgré son succès, Grégoire maintient une pratique clinique, soulignant l'importance du contact direct avec ses patients. Il représente aujourd'hui une profession peu médiatisée, lui qui conjugue habilement expertise médicale et communication moderne. Un phénomène qui pourrait bien influencer durablement la manière dont nous appréhendons notre santé au quotidien. Allez, autre chose maintenant. Dans l'école du futur, on aime explorer les projets qui divertissent, mais aussi, et c'est important, qui font grandir. Et justement, aujourd'hui, dans cette émission, on a le plaisir de recevoir celle qui a imaginé, vous allez le voir, une aventure un peu spéciale pour les jeunes. Un récit interactif où l'imagination est au cœur du voyage et où chaque choix permet de mieux se connaître. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et évidemment, elle est à côté pour nous en parler. Maëlle Chassard, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'Uni, qu'on ne présente plus tellement c'est un succès. Et d'un autre succès à venir, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça s'appelle Numenia. C'est le nom de cette série audio interactive qui invite les adolescents à une véritable quête de connaissance de soi, à travers une histoire se déroulant sur une autre planète. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, Numenia, c'est une série audio interactive pour les 10-14 ans. Et l'idée, c'était la question
question que je me suis posée, c'est comment on continue d'accompagner les enfants après La Fabrique à Histoire, après Flamme, comment on continue de s'adresser à eux. Et là, je me suis dit, moi, je veux d'abord, avant de leur raconter une histoire, penser à eux et qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter. Et effectivement, la question de la crise d'adolescence, l'éco-anxiété, un bouleversement qui fait que cet âge-là, il se passe beaucoup de choses pour elles et pour eux. Comment on s'adresse à eux pour venir les toucher au plus profond. Et c'est là où le format de série audio interactive est intéressant parce que nous, c'est un livre audio dont tu es le héros ou l'héroïne. Et donc, en fait, les personnages et le narrateur viennent s'adresser à l'auditeur, l'auditrice directement en disant avec un nom attribué au début de la fiction. Moi, par exemple, je m'appelle Pluie. Et ce qui fait qu'on n'est pas embarqué dans l'histoire d'un tel ou d'une telle. On est embarqué dans sa propre histoire. Et en fait, ça change l'expérience. Et tout ça guidé par de l'audio qui est très immersif. Et ensuite, c'était d'aller créer des situations où on va faire en sorte que l'ado se questionne sur lui ou sur elle. Quelle est ma manière de fonctionner? Qu'est-ce qui m'énergise? Comment j'organise mon temps? Ce genre de choses qui va ensuite lui déterminer son profil et donc du coup son nom qu'on va lui donner dans la fiction. Donc le nom est à chaque fois différent en fonction de l'enfant, de l'adolescent qui vous écoute? Pas différent, il y a un nombre limité, mais assez grand pour que chacun puisse s'y retrouver. Ouais. Mais comment vous le définissiez justement? Il y a une sorte de test de personnalité au début? C'est ça, au début de la fiction, on rencontre des personnages qui s'appellent les farfelus. D'accord. Donc on rentre dans 4 maisons différentes et chaque duo de farfelus vont poser des questions à l'ado. Et à la fin, on vient lui remettre ce qu'on appelle un bulletin bus avec son profil. Et là où on est allé encore plus loin dans la personnalisation, c'est que moi, l'intrigue de Numénia, c'est d'aller sauver des voix qui appellent à l'aide sur la planète Numénia. On peut y traverser dans la forêt de Brocéliande, il y a un portail pour aller dans Numénia. Mais avant ça, il faut savoir si on est un élu. Donc on répond à ces questions, on a ce profil. Et en fonction du profil d'élu, on a des voix différentes qui nous appellent à l'aide. Donc moi, par exemple, je m'appelle Pluie et j'ai 2 voix qui s'appellent Féris et Niviam, qui ont leurs particularités à chacune. D'accord. Et c'est elles que je vais devoir sauver. Et donc vous, si vous avez un autre profil, vous allez entendre d'autres voix à l'aide qui vous appellent à l'aide et vous allez devoir les retrouver sur la planète Numénia. Avec sans doute une histoire aussi, une compréhension, en tout cas intérieure, certainement différente, j'imagine. Exactement. Ces voix-là veulent dire... c'est un peu une métaphore de nos petites voix intérieures, notre petit théâtre intérieur. Et en fait, c'est juste aider à l'ado à mieux les identifier. Tout simplement. Et alors, Numénia est présenté, vous l'avez dit, comme une expérience immersive qui invite justement les 10-14 ans à une utilisation plus reposante et saine de leur smartphone. Qu'est-ce que vous apportez de plus et surtout de différent à d'autres contenus numériques qui peuvent aussi travailler sur le développement personnel, sur la quête de soi, surtout à cet âge-là? Déjà, il y a une myriade de contenus et effectivement, la plupart du temps, c'est plutôt... soit c'est très axé méditation avec du contenu qui est audio, mais qui est très dans sa niche, dans sa tranche. Enfin, c'est pas trop une niche, mais... soit ça peut être des contenus très didactiques ou très développement personnel, ce qui, moi, me parle moins. D'accord. Là... Ce qui est complètement différent avec Numénia, c'est qu'on ne vient pas dire de manière scolaire à l'ado, tu vas prendre du temps pour toi, pour te questionner de manière un peu scolaire. Il est embarqué dans une histoire. Et tout se passe de manière très fluide dans l'histoire, sans qu'il s'en rende vraiment compte. Et ce qui est génial avec le pouvoir des histoires, c'est que ça s'imprègne à l'intérieur de nous et ça nous nourrit, mais sans qu'on ait l'impression d'apprendre quelque chose. Et c'est ce qu'on fait chez l'Uni depuis toujours. Oui, c'est votre marque de fabrique, c'est ce sur quoi vous êtes bon. Et puis c'est vrai aussi, j'écoutais récemment une référence justement sur le pouvoir des histoires, et vous en parlez très bien, sur le fait qu'en fait des histoires, on en parle et on en raconte depuis des millénaires. Et c'est même comme ça, à l'époque des druides, que le savoir était transmis. Effectivement. Ouais. Donc quelque part, vous faites un peu un lien, on parle de forêt de Brocéliande, de druides, Vous avez tout compris. Ah, mais c'est totalement ça. Avec la création de l'Uni, moi, c'était de toute façon mettre à l'honneur la tradition orale des contes. C'est ce qui a aussi motivé, et puis c'est pour ça que l'Uni s'appelle l'Uni. On se raconte des histoires autour du feu, flamme, sous la lune. Ah, je ne savais pas que le nom flamme venait de... Tout ça est trop vrai. Et Numénia, le nom vient de cette énergie un peu créatrice qu'on a en nous, ce feu un peu intérieur. Ça vient d'une étymologie latine,
Et donc les noms ne sont pas choisis au hasard. D'accord. Bon, on va pouvoir découvrir tout ça en tout cas dans Numénia. Vous parlez donc de l'importance de l'imaginaire, du récit, du storytelling dans le développement des adolescents. Et pourtant, dans vos intentions pour ce projet, vous soulignez aussi l'importance et le fait que l'imagination peut être menacée, surtout à cet âge-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Maëlle, que la société actuelle, avec, et c'est vrai, et c'est aussi ce contre quoi vous luttez, la prédominance des écrans, peut effectivement menacer tout ou partie de l'imagination des jeunes aujourd'hui? Oui, je pense très sincèrement que l'imagination est menacée. Je le pensais il y a 10 ans, je le pense encore plus aujourd'hui. Il y a non seulement l'arrivée des écrans dans nos vies, donc les smartphones, les tablettes, qui est problématique, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on trouve dessus. Et aujourd'hui, l'industrie du divertissement, elle est partout, elle est dans tous les formats possibles. Et donc, on occupe notre cerveau de cette manière-là. Et on n'a plus du tout cette capacité, en tout cas on ne se laisse plus du tout l'espace pour laisser notre cerveau respirer, vagabonder et bim, déclencher à un moment donné, quand on a passé la phase d'ennui, de la créativité. Bien sûr. Et je veux, avec Numénia, donner cet espace-là, parce que quand on scrolle pendant des heures et des heures, en fait on est que occupé et à penser à ce qu'on regarde, mais à des contenus qui ne vont pas trop nous nourrir. En ce sens, est-ce que l'essor de l'intelligence artificielle, c'est une menace aussi pour l'imagination, la création? C'est une très bonne question. Je ne suis pas du tout experte dans le domaine, donc je vais donner mon avis personnel. Pour moi, l'intelligence artificielle doit être un outil. Je ne suis pas forcément de l'école de l'utiliser pour de la génération automatique d'histoire. En revanche, l'utiliser pour pousser quelque chose, aller encore plus loin sur de la recherche, sur des choses qui vont vraiment apporter leur pierre à l'édifice sur les problématiques qu'on peut vivre aujourd'hui en termes de santé et d'éducation, c'est un grand oui. Nous, en tout cas, chez l'Uni, on veut pas y aller de manière opportuniste. On travaille avec des experts spécialisés dans le domaine de l'éducation et de l'intelligence artificielle sur le cerveau des enfants. D'accord. Pour se positionner avec un discours de confiance pour les parents, puisque c'est aussi pour ça qu'on vient nous voir, c'est parce qu'on fait du contenu de confiance. Vous avez aussi souhaité revisibiliser les femmes dans vos contenus. Expliquez-nous. Il y a beaucoup à faire dans la fiction, notamment dans le langage inclusif et dans le fait de créer des histoires. On le sait, on l'a étudié. Aujourd'hui, les fictions, il y a beaucoup plus de personnages masculins que de féminins, même s'il y a un regain ces dernières années. Mais on a voulu avoir une démarche cohérente avec ma co-autrice Lucie Pirapajo d'équilibrage de personnages féminins et masculins, pas seulement principaux, mais aussi tertiaires, secondaires. Et on a donc fait cet équilibrage en stéréotypes, en nombre. Et puis on a fait un gros travail de langage inclusif qui, pour moi, a été très intéressant à mener et qui a été relu par Pascal Gigax, qui est un expert dans le domaine. Alors, pas de point médian, pas de néologisme à tout va. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait en sorte que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et donc, c'est tourner nos phrases, chercher des manières de raconter pour que ça ne vienne pas non plus titiller l'oreille, que ça soit agréable à écouter. Mais ça a été un travail très intéressant à mener et j'espère que ça va mettre sa pierre à l'édifice pour faire avancer le langage inclusif dans la fiction. Vous avez un exemple ? En fait, c'est soit on utilise il ou elle, soit on vient tourner la phrase pour utiliser des termes non genrés. Neutres. Neutres, exactement, qui permet en fait de comprendre ce qui est en train de se passer sans que le mot soit masculin. Okay. On va continuer à en parler de toute façon dans un instant. On va parler aussi de votre engagement pour l'écologie, le monde de demain, un monde durable. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète Tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Maëlle Chassard. Maëlle, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, au programme avec vous aujourd'hui, le numérique, toujours, qui étend son influence partout et le milieu de la mode n'est évidemment pas du tout épargné. Vous allez nous parler aujourd'hui d'ailleurs d'une tendance vestimentaire qui fait la part belle au croisement entre habits et numérique. Absolument, je vous avais déjà parlé sur ce plateau d'un maquillage qui permet de déjouer la reconnaissance biométrique des caméras. Et bien désormais, il est possible de se cacher dans l'univers du tout numérique avec les vêtements anti-détection de la marque milanaise Capable, développés dans un doctorat au Polytechnique milanais par la designeuse Rachele Didero. Il consiste à tromper les caméras en faisant croire que la caméra voit une girafe au lieu d'un humain, en se basant en fait sur les hallucinations des IA génératives qui fonctionnent par proximité de motifs, et ça fonctionne à peu près à 60%, ce qui est déjà pas mal, avec une petite touche disco en plus qui n'est jamais de refus. Alors, ça c'est sûr. Est-ce qu'il existe malgré tout d'autres marques qui, enfin peut-être un peu plus classiques, si on n'a pas forcément envie d'adopter le style disco au quotidien? Pourtant, je vous y verrais bien, Philippine, mais si vraiment vous voulez passer à quelque chose de plus classique, en effet, on voit se développer une tendance née de l'arrivée des deepfakes et du doute quant à ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. On a récemment vu fleurir des collections qui jouent sur le concept d'illusion, comme celle printemps-été 2024 de Comme des garçons, avec leurs chaussures faites en collaboration avec Kids Love Gate, qui semblent aller dans deux directions à chaque fois. Pour ne pas se casser la figure, il faut faire un peu attention. Symptomatique aussi la veste surimprimée de motifs de chemise, comme si là encore on voulait mettre à l'épreuve l'évidence du visible. Et ces jeux d'imprimés, eh bien les stylistes en raffolent. J'en veux pour preuve les dénimes numériques de la marque suédoise Our Legacy. Eux, ils sont en fait, c'est des pantalons en toile sur lesquels sont imprimés des reproductions numériques de jeans vintage. C'est quand même franchement un petit peu compliqué pour faire quelque chose d'assez simple. Néanmoins, le hit de cette tendance, c'est le jogging Bottega Veneta. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer à l'époque, porté par le rappeur A$AP Rocky, qui avait fait le buzz. Pourquoi ? Parce que ce jogging, ce complet jogging, eh bien figurez-vous qu'il était fait en cuir. Un peu chaud quand on va courir avec pendant l'été, mais bon, néanmoins, en tout cas, impossible à reconnaître à l'œil nu et symbole parfait de ce deepfake vestimentaire. Trompe-l'œil parfait. Vous saviez que c'était du cuir? Vous auriez pu deviner, Maëlle? Non. Donc en tout cas, cette tendance au trompe-l'œil, eh bien, elle n'est pas nouvelle. On peut en voir des exemples depuis les années 20 avec Elsa Schiaparelli, cette papesse de la mode surréaliste qui avait collaboré notamment avec Salvador Dali et qui avait inventé les tricots illusoires avec sa cravate en trompe-l'œil, qui sont aujourd'hui devenus un peu légion, remis au goût du jour par la styliste Sonia Rykiel, avec son style, elle, très bande dessinée, cerne noire, couleur pop. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que l'univers du numérique, eh bien, apporte quelque chose de nouveau dans ces trompe-l'œil. J'en veux pour preuve la collection printemps-été 2023 de la marque espagnole Loewe, qui joue, elle, avec des pulls totalement barrés, aux allures d'images pixelisées. Sur le site, le passage de la souris vient rajouter une couche de brouillage numérique et les internautes, on le voit ici, s'en sont emparés pour pixeliser le monde lui-même, si bien qu'on ne sait plus, Philippine, ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeu entre réel et virtuel, Jeanne? Que le répertoire de gestes ou d'habitudes créés par le numérique, à savoir, par exemple, changer l'échelle des choses à bout de doigt, voire simultanément sur nos réseaux, coexister des styles visuels extrêmement différents, s'habituer à l'illusion des montages et tours de passe-passe numériques, tout ça ne manque pas de contaminer les créateurs. Notamment, on peut citer le collectif new-yorkais Mischief, MSCHF. Vous les connaissez peut-être pour leurs bottes rouges inspirées de Astro Boy ou encore leur fameux sac, le sac à main, le plus cher au millimètre carré, le plus petit du monde aussi, puisqu'il avait été acquis par un collectionneur pour $63 000. C'est cher pour la taille, quoi. On ne peut même pas le porter. On ne peut pas trop mettre $63 000 dedans, quoi. Non. Mais, bref, en tout cas, eux, ils sont sur une ligne de crête où on ne sait jamais s'il s'agit de vêtements ou de sculptures ou d'œuvres d'art conceptuelles. Est-ce que leur paire, par exemple, de claquettes flip-flop est une œuvre d'art qui joue sur l'ubiquité, ou est-ce que c'est la nouvelle paire de chaussures à talons la plus confort du siècle? À vous de voir. Est-ce que leur série de baskets présentée chez Perrotin, une galerie en 2022, nous fait entrer dans une sorte de tsunami d'ondes cathodiques, ou est-ce que c'est vraiment des sneakers pour
aller courir. Et les créations de ce collectif ne fusionnent pas seulement leur forme avec le numérique, leur dispositif de communication repose sur la viralité elle-même du numérique. Ils sont connus pour avoir rempli des Nike Air, le petit coussin d'air avec de l'eau du Jourdain ou avec du sang, une goutte de sang. Ils avaient appelé ça Satan Shoes. En tout cas, à chaque fois, les produits sont révélés sur Internet, sold out en quelques heures. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle pour la mode, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet d'exprimer à même nos corps cette inquiétude peut-être qu'on ressent quant au réel, dont on ne sait plus vraiment s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Je suis bien d'accord. J'apprends plein de choses. C'est passionnant. Ouais, Pas toujours. du tout. Ouais. Oui, l'illusion de la télévision, voilà, C'est ça. Des petits mensonges pour exprimer une vérité plus grande. Ah, oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Bon allez, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. On lance la deuxième partie avec toujours vous, Jeanne Dreyfus bien sûr, et puis Maëlle Chassard. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'UNI et de Numenia. Justement, on parlait en première partie du talk de Numenia et puis de votre engagement aussi pour la visibilisation des femmes, entre autres. Un autre engagement qui vous tient à cœur également, c'est le respect des éléments naturels, quelque part, dans le récit et même dans votre communication. Quand on regarde, vous mentionnez régulièrement des représentations d'un monde un peu plus durable. Oui. Ça aussi, c'est une préoccupation majeure, de plus en plus importante, en tout cas dans la nouvelle génération et à celles et ceux à qui vous adressez justement Numenia. À quoi il ressemble pour vous, ce monde durable? Dans Numenia, en tout cas, c'est un monde où il y a beaucoup de nature, il y a un respect du vivant, de toutes les formes du vivant. Et quand je dis respect, c'est qu'on va aider, plonger l'ado dans, non seulement avec son profil d'élu, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on lui donne un nom qui est lié à une famille d'éléments, eau, feu, air, terre. Donc moi, par exemple, je suis pluie dans la famille eau. Et on va faire en sorte qu'il incarne ces éléments naturels différemment que ce qu'on trouve dans la fiction aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la fiction, notamment en fiction de super-héros, c'est beaucoup de la maîtrise de l'élément naturel. On le prend, on le maîtrise, on le domine en fait. Là, l'idée, c'est on vient l'incarner, le vivre de l'intérieur, mais pour le respecter au final, le mieux le ressentir et dire c'est plus grand que moi et c'est ok. Et je vais juste respecter ce grand tout auquel je ne comprends pas vraiment tout, mais c'est complètement le message en tout cas qu'on veut mettre dans Numenia. Et après, on propose une forme de représentation du monde durable, enfin plusieurs, mais si je dois en parler qu'une, parce que je pourrais parler de Numenia pendant des heures, mais on arrive au début de la fiction dans un endroit qui est un laboratoire un peu farfelu en forêt, en lisière de forêt de Brocéliande, et qui est un lieu merveilleux où à la fois, donc on est à côté de la forêt, et on va montrer à l'ado d'autres manières de vivre. Il peut aller s'occuper de poules dans le poulailler, il va y avoir de la reconstruction, il va y avoir du collectif, il va y avoir des moments autour du feu pour se raconter des histoires. L'idée, c'est un peu de montrer comment on peut vivre autrement, plus en lien avec le vivant. Plus je vous écoute, plus je me dis, alors évidemment, l'audio, ça fait partie de votre histoire avec l'UNI, avec Flamme, mais si on a envie d'immersif, ce que vous proposez aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir créé un jeu vidéo ? Presque. Alors, il y a ce sujet des écrans, bien sûr, vous allez me dire. Oui. Donc, vous voulez vous détacher, mais... Mais parce que l'audio, c'est merveilleux. En fait, l'audio, l'audio, pour moi, est complémentaire de la lecture. Mais l'audio vient amener ce petit plus grâce au design sonore. Quand le design sonore est étoffé et travaillé, on y est. En fait, on est plongé dans quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez vu les enfants, par exemple, écouter des histoires de Ma Fabrique à Histoire ou Flamme. Leurs yeux, ils partent ailleurs. Hein, et ils ne sont plus là, en fait. Ouais. Et moi, c'est ça que je veux. Un jeu vidéo, c'est différent. Il y a des jeux vidéo qui sont très bons pour le développement de l'enfant. Mais on nous sert le visuel. Là, l'idée, c'est de faire marcher l'imagination. Et donc, juste par du son, par des voix. Et le miracle se produit. On a parlé de Flamme et de l'UNI. Numenia sera disponible, en tout cas c'est ce que vous espérez. On va parler aussi de cette campagne de financement participatif qui est la vôtre et que vous avez lancée là il y a quelques jours. L'idée c'est vraiment que voilà, vos histoires, vos contenus soient disponibles sur vos 2 lecteurs actuellement disponibles aujourd'hui. Oui, alors sur Flamme et sur mobile. C'est la première fois qu'on va proposer du contenu audio sur mobile. L'idée c'est de proposer, de laisser le choix aux parents.
en fonction des règles qu'ils ont dans leur foyer, du support d'écoute pour leur enfant. En revanche, je ne voulais pas m'adresser qu'aux personnes qui ont flamme. C'est plus de 100 000 personnes, mais ce n'est pas la totalité des ados. Alors, je ne sais pas si j'aurai la totalité des ados, mais... ça élargit votre cible. Oui, c'est pour dire qu'il y a des foyers qui n'ont pas flamme, et je veux aller aussi m'adresser à eux et à elles par cette fiction, parce que là, c'est l'expérience du contenu qui compte. Bien sûr. Et ça reste audio, et ça reste du contenu sain sur smartphone. Vous avez aussi en plateau une experte des podcasts. Podcasteuse, exactement. Ma voix accompagne tous les imaginaires et les yeux partent dans les terres. Voilà. Mais si, Jeanne, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais pas l'Uni, moi je connais pas non plus Flamme, donc je pense que ça a l'air d'être une très belle histoire et qu'en effet c'est tout à fait dans une mouvance contemporaine qui consiste à essayer de casser la séparation homme-nature parce qu'elle nous a menés là où elle nous a menés. Donc je serais curieuse d'écouter ça, bien sûr, quand ça sortira. Le pouvoir de l'audio, justement, très bonne question, Jeanne, quand est-ce que ça devrait sortir? Donc si la campagne réussit, à Noël sur Flamme, et l'année prochaine sur mobile. Sachant que les adultes peuvent... Je recommande aux adultes d'écouter la fiction. Est-ce qu'un adulte peut écouter ou pas? Bien sûr. Ok. Et du coup, juste en termes de fonctionnement, si jamais... Enfin, c'est quoi? C'est une sorte d'interface où on évolue et en fait, on peut écouter... Voilà, c'est tel audio si on est tel personnage, etc. C'est ça. Donc si on prend sur l'application sur Flamme, on télécharge le livre audio, on écoute et de temps en temps, en fait, l'écran va s'allumer ponctuellement pour poser des questions. On répond. L'audio continue quand vraiment c'est l'écran est éteint quand l'audio est lancé. Et après, en fonction des réponses à nos questions, on va aller dans un chemin A ou un chemin B. On va avoir son profil d'élu. Voilà. Et on peut changer de profil ou pas? Je recommande passer de pluie à flamme ou... On pourrait. Mais je recommande de ne pas le faire puisque l'expérience a été pensée pour être avec son profil tout du long de l'aventure. Puisque c'est pour rentrer en profondeur justement dans la connexion avec les voix, avec son... Voilà. Vous nous direz si vous êtes pluie, flamme... Si je suis Serpentard ou Gryffondor. Je vous dirai. Là, tous les profils sont bien. Okay. C'est vrai. Bon, pas de bataille donc. Non. Si vous deviez donner, Maëlle, un conseil peut-être aux parents qui nous regardent et qui vous écoutent, qui souhaitent justement accompagner leur enfant dans l'usage du numérique, dans la connaissance de soi aussi, c'est un âge un peu charnière, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est une question très difficile parce que chaque foyer et chacun a un rapport très différent au numérique. C'est un sujet qui provoque beaucoup d'émotions. C'est normal, la santé mentale des ados aujourd'hui est malmenée quand même. Le conseil que je donnerais, c'est, à mon sens, la clé, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles d'interdire, de temps d'écran, et je suis pour, mais on n'éliminera pas le fait que ils vont y aller, le numérique est partout, ça fait partie de leur génération. Aussi, à l'adolescence, il faut rappeler que c'est normal d'avoir un comportement qui transgresse. Donc, même si vous mettez du contrôle parental, en 2 secondes, il va savoir comment l'enlever. Et donc, la clé, puisqu'il va de toute façon être confronté au numérique, même si on met des règles, c'est d'éduquer. Et je conseille, il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans le domaine, par exemple Amélia Mattar, qui était chroniqueuse ici, qu'on connaît très bien. Elle fait un travail formidable pour aider les parents sur ces sujets-là. Donc pour moi, c'est l'éducation au numérique qui est la clé. Et voilà, message de fin. Merci beaucoup en tout cas, Maëlle, et bravo pour ce que vous avez fait. Ça s'appelle Numénia et la campagne sur Ulule est actuellement en cours. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur cette page pour contribuer au projet, bien sûr. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci aussi à vous, Jeanne, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30. Bonne journée.